Alors, l'étape suivante, puisque le module a été évoqué plusieurs fois déjà, c'est évidemment d'en comprendre les approches théoriques et pratiques. Et pour ce faire, 3 intervenantes, à qui je vais demander de bien vouloir rejoindre la table. Nadine Plateau, qui préside la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique. Anne Laousse, oui, je pense que ce sera plus simple. Maître assistante, psychologue et pédagogue à la Haute École Francisco Ferrer, et Marie-Colline Leroy, maître assistante en langue française à la Haute École en Hainaut. Mesdames, merci déjà de rejoindre, et merci plus encore de l'exercice fou que vous avez accepté de relever, puisque vous avez très exactement 25 minutes, à vous 3, pour non seulement nous avoir dit l'essentiel, mais en plus avoir gardé un tout petit peu de temps dans ces 25 minutes pour interagir avec la salle. Vous voyez, vous êtes capable d'une maîtrise phénoménale. Merci déjà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'aborder la question de la méthodologie, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la création de ce module filles-garçons, une même école, dans le cadre de l'enseignement à distance, est en soi une gageure. Cela n'a en effet rien à voir avec la création d'un cours de chimie ou d'un cours de langue étrangère. Le module qui va vous être présenté bientôt se distingue par un certain nombre de caractéristiques ou de spécificités que je voudrais mettre ici en évidence pour que vous compreniez vraiment la singularité de la démarche. La première caractéristique du module, c'est qu'il lie étroitement, d'une part, la transmission de savoir et d'autre part, l'objectif politique. Pensez au sous-titre du module, il est double. Filles, garçons, une même école, promouvoir l'égalité des filles et des garçons à l'école et formation initiale et continuée destinée aux enseignantes et aux enseignants. La formation a pour elle objectif de transmettre les résultats des travaux qui ont été réalisés depuis les années 70 sur les femmes, sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur les rapports sociaux de sexe, sur les inégalités sexuelles, quel que soit le terme que l'on utilise, appelons ça les études de genre, de manière générale. Et à ce titre, le module concerne les savoirs qui sont issus des recherches menées aussi bien en histoire qu'en sociologie, en économie, en anthropologie, etc. Mais le module a aussi comme sous-titre promouvoir l'égalité des filles et des garçons, c'est-à-dire qu'il a un objectif politique au sens très large de agir, de transformer les choses et de combattre les inégalités, dont je voudrais souligner ici très rapidement que ces inégalités sont multiples et que, comme le disait tout à l'heure Céline Petrovitch, nous avons tout intérêt à penser articulation des différentes inégalités. Pour le moment, nous nous occupons du genre parce que c'est encore indispensable, il est trop invisible. Donc l'articulation entre savoir et pratique est certainement un héritage du mouvement des femmes, qui, surtout au début, n'a jamais séparé la réflexion de l'action politique. Il est clair que si on veut transformer les rapports inégaux entre les hommes et les femmes, si on veut aller vers l'égalité, il faut repérer les inégalités, les analyser, les comprendre. Et donc ce double registre de la réflexion et de l'action s'impose dans un mouvement dialectique. La pensée nourrit l'action nourrit la pensée. Et cette articulation est très actuelle, elle est d'actualité, elle est tout à fait au cœur de ce modèle de professionnalité enseignante, le modèle qu'on appelle celui de la praticienne réflexive ou du praticien réflexif. Ça, c'était la première caractéristique du module. La seconde, c'est le champ disciplinaire concerné. Quand on parle de genre, les savoirs enseignés ne se limitent pas à une discipline scientifique possédant ses concepts théoriques, sa méthodologie propre. Le genre n'est pas un champ d'études à part, c'est plutôt une perspective, une grille de lecture. Céline Petrovitch disait un outil qui pose la question de la sexuation et des rapports sociaux qui en découlent. Et à ce titre, il concerne toutes les disciplines. En histoire ou en économie, par exemple, le simple fait de poser la question du rôle des femmes et des hommes et des rapports entre eux permet de mieux analyser, de mieux comprendre les phénomènes sociaux et d'enrichir ces disciplines. Enfin, dernière spécificité, on y a déjà fait allusion ce matin, qui explique en partie notre approche méthodologique, c'est l'absence de culture commune dans le domaine du genre. Les études de genre ne sont pas encore, j'ai envie de dire, institutionnalisées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous n'avons toujours pas
Pas encore, je vais ajouter, parce que les choses semblent avancer quelque peu ces derniers temps. Donc nous n'avons toujours pas de master en genre dans les universités, comme dans tous les autres pays de l'Union européenne d'ailleurs. Ça signifie que le monde enseignant, et en particulier les formatrices et formateurs d'enseignants et futurs enseignants, ce monde enseignant n'a pas pu acquérir les bases théoriques et méthodologiques des savoirs en genre. Je me contenterai de rappeler que ce cours Approche théorique et pratique de la diversité culturelle et de la dimension de genre, qui a été créé en 2005, je ne vais pas refaire l'historique de ce cours. En fait, la deuxième partie de l'intitulé a été accolée par la suite, mais quand on a accolé dimension de genre, on n'a pas prévu de titre requis pour donner ce cours, et deuxièmement, on n'a pas prévu de formation spécifique pour pouvoir le donner. Voilà, étant donné ces trois traits spécifiques de notre module, le travail requis par le groupe était d'une nature totalement différente du travail accompli habituellement pour les cours de l'enseignement à distance. Donc il a fallu être très inventif pour innover en la matière, que ce soit au niveau des contenus ou au niveau de la méthodologie. Et je cède la parole à Anne Laous, qui va vous parler du groupe qui a travaillé autour de ce module. Après, je suppose. Voilà. Alors, comme Madame Lannan vous l'a dit, en 2009, il existait déjà une première version de ce module qui avait été initiée par la direction de l'égalité des chances et par l'enseignement à distance à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en cela aidé par le Fonds social européen. En 2010, les ministres Marcourt, Simonet et Madame Lannan ont désiré développer ce module pour en faire un vrai outil de formation à l'attention des enseignantes et des enseignants, mais aussi des futures enseignantes et des futurs enseignants à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon. Alors, c'est comme ça que ce groupe que nous formons a été constitué, au départ avec des enseignants de l'enseignement supérieur, et de l'enseignement de promotion sociale. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe d'enseignants qui assez différents. Madame Plateau vous l'a dit aussi, il n'y a pas de master en dimension de genre, ce qui fait que nous avons généralement été désignés par nos institutions comme des personnes, des enseignants impliqués d'une façon ou d'une autre dans les modules liés à la formation à la dimension de genre dans différents établissements. Alors c'est un groupe assez hétérogène parce que nous avons des formations professionnelles très différentes. Certains d'entre nous sont psychopédagogues, d'autres psychologues, sociologues, professeurs de français, professeurs d'histoire. Donc nous venons d'horizons de formation très très différentes avec des regards particuliers. Nous travaillons aussi dans des régions, nous venons des quatre coins du territoire de Belgique francophone, même si la plupart, un plus grand nombre d'entre nous vient de la région du Hainaut à la demande du Fonds social européen. Donc, ce qui marque aussi nos différences, puisque nous avons dans le profil des étudiants et des étudiantes avec lesquels nous travaillons, et leur profil sociologique et pédagogique sont aussi assez diversifiés. Nous ne rencontrons pas la même population dans les âges. Certains d'entre nous, travaillant à l'école, l'ancienne école normale, travaillent avec des jeunes gens de 19 ans, 20 ans, d'autres avec des personnes déjà confirmées professionnellement, cherchant une spécialité ou une amélioration professionnelle. Alors, les sections dans lesquelles nous travaillons sont forcément aussi alors différentes. Et en ce sens-là, notre rencontre était dans un tout premier temps, en tous les cas, assez particulière. Nous avons pris du temps, dans un premier temps, pour nous écouter, pour écouter l'autre, écouter sa réalité professionnelle et pour nous rendre compte que l'impact de la dimension de genre dans nos différentes institutions était forte partout et que l'expression de l'inégalité de genre, ces expressions étaient très multiples, selon les sections dans lesquelles nous travaillons. Elle n'est pas réellement pareille en section technique ou professionnelle que dans l'enseignement général. Et ce temps-là, personnellement, en tous les cas, me fut précieux, puisqu'il ouvre à l'autre et à sa réalité professionnelle.
Alors, pour les raisons que Mme Plateau vous a dit aussi, que nous n'avons pas de reconnaissance de masterisation en dimension de genre, nous nous sommes tous très vite posé la question de notre légitimité, évidemment, et de notre expertise. Et aussi, on a pu aussi se rendre compte, au départ nous étions une petite vingtaine, que le grand groupe nous posait évidemment des difficultés d'organisation, parce que si la réalité institutionnelle qui a permis notre rencontre, et c'est très important, ben, elle ne tient pas toujours compte, ou elle n'est pas toujours en phase, en tous les cas, avec les réalités de terrain, comme la possibilité de nous voir suffisamment régulièrement, tous ensemble, pour débattre, et que ce soit le temps ou la possibilité de prendre la parole aussi souvent qu'on le souhaiterait peut-être. Alors, nous avons pris la décision de ne pas travailler en grand groupe et de travailler plutôt en petits groupes selon différents critères, les uns travaillant peut-être plus à la recherche des textes et selon nos spécificités, et plutôt les spécificités plutôt que les affinités d'ailleurs. Alors, nous nous sommes rendus compte de toute façon, et ça c'était le point de départ de notre réflexion, que nous ne pourrions pas faire de ce cours un ensemble de textes théoriques qui étaient cohérents et un ensemble de cours théoriques évidents qui se suivraient. Pardon. Et en fait, je pense que nous avons bien trouvé notre légitimité et notre expertise dans la décision que nous avons prise de travailler sous forme de recherche-action, parce qu'elle répondait effectivement à notre désir de lier la connaissance à l'acte pédagogique, au travail de terrain et dans son aspect de chercheur réflexif qui est dans les axes de formation des hautes écoles et des formateurs d'enseignants. Et c'est là que nous sommes, je pense, tout à fait... nous avons fait les bons choix, me semble-t-il. Alors nous avons travaillé en sous-groupe et cela va offrir sur ce site une plus large palette d'ailleurs d'approches méthodologiques de cette réflexion sur le genre. Alors, dans ce cadre de recherche-action, de nombreuses étudiantes et de nombreux étudiants ont participé au travers d'observations qu'ils ont pu pratiquer en stage ou dans la pratique d'observation de stage. Nous avons aussi travaillé avec bon nombre d'enseignantes et d'enseignants de tous les niveaux de l'enseignement obligatoire, maternelle, primaire, secondaire, mais aussi avec la participation de personnes extérieures au monde de l'enseignement et qui travaillent de façon sporadique avec nous, comme des bibliothécaires ou des spécialistes de cette dimension de genre dans des associations telles que les CMA, l'Université des femmes ou bien d'autres encore. Donc ce travail en plus nous a donné l'occasion de faire de multiples et très riches rencontres, et sur le site vous aurez l'occasion, nous aurons l'occasion aussi cet après-midi de vous parler de nos différentes approches. Voilà. Merci. C'est pas très facile, voilà, c'est bon. Alors, j'ai été donc chargée de vous expliquer un petit peu quels avaient été les choix méthodologiques pour construire cet outil. Eh bien, vous dire d'abord que faire des choix méthodologiques et pédagogiques avec 22 enseignants pour un seul cours, ça a parfois été très compliqué. Et d'ailleurs, je rends un petit peu hommage ici à Alexandra Adriansens, qui ne m'en voudra pas de dire qu'elle a souvent dit « Oh là là, vous les enseignants, qu'est-ce que vous vous prenez la tête parfois ?» Et donc c'est vrai, on s'est souvent beaucoup pris la tête pour savoir un petit peu comment on allait pouvoir organiser cet outil. Alors d'abord, ça n'a pas été très simple au début d'organiser un cours en anticipant un caractère numérique. Parce qu'en effet, nous étions tous issus de milieux d'enseignement que je citerai pour la bonne cause, de traditionnel, c'est-à-dire sous format papier. Et donc nous avons très vite décidé que nous devions travailler et le contenu et le support de manière simultanée pour ne pas envisager des pistes de formation incohérentes avec notre format. Le premier choix a donc été de choisir les entrées, les rubriques, bref, l'organisation concrète. Et donc très vite nous envisageons une entrée par niveau d'enseignement, estimant qu'il est souvent plus facile de se repérer sur un site par ce biais. Maternelle, primaire, secondaire, supérieure, haute école et promotion sociale seront donc nos premières balises. Néanmoins, nous avons vraiment voulu veiller à maintenir une grande visibilité de tous les niveaux
pour tous les visiteurs. L'enseignant, qui débarque sur notre site, pourra donc choisir soit d'aller au plus urgent, c'est-à-dire je veux régler au plus vite les situations stéréotypées inhérentes à mon groupe, je suis en difficulté face à des comportements sexistes que je ne parviens pas à éviter dans mes groupes, voire, et certains sans doute ont vécu ce moment, je viens d'apprendre que je devais donner un cours sur le genre dans 15 jours et je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver rapidement une solution, répondre à des situations préoccupantes et puis surtout éviter de se retrouver face à des groupes d'étudiants à qui on n'a finalement pas grand-chose à dire. Et donc, pour cet enseignant, il sera possible, normalement, de trouver des réponses efficaces et rapides. Alors, dans un deuxième temps, cet enseignant-chercheur, qui a un peu plus de temps, qui a quelques jours de repos, de vacances, se dit « Tiens, j'aimerais bien retourner voir maintenant un peu plus sérieusement ce que contient ce site. » Et il découvrira, au gré de ses envies, de ses objectifs et de ses questionnements, un large panel de propositions, tant théoriques que pratiques. C'est ici qu'un deuxième choix méthodologique s'est imposé. Le ton, le propos et notre positionnement face à cette problématique. Pour les raisons évoquées par mes collègues, nous décidons rapidement de ne pas proposer des cours modèles. En effet, il n'existe jusqu'à présent pas de didactique du genre. Et donc nous décidons de commencer par rassembler des données empiriques, études, statistiques, observations, questionnements. Bref, les outils qui nous semblaient indispensables pour repérer les inégalités filles-garçons et ainsi encourager la pratique d'un enseignement alternatif, critique et innovant. Nous savons par ailleurs qu'il est parfois nécessaire d'avoir des exemples, non pas en vue d'une simple reproduction évidemment, mais comme support concret pour déclencher ce processus réflexif. Et donc, nous choisissons d'ajouter des activités, des exercices concrets aux données empiriques. L'idée a donc bien été, tout au long de notre collaboration, de suggérer des pistes et non de définir des bonnes et des mauvaises pratiques. Nous insistons vraiment sur cette approche parce que, vraiment, nous ne voulons en aucun cas définir un support figé et avons bien conscience que l'hétérogénéité des publics, des institutions, des pratiques et des expériences, même si elle s'appuie sur un socle commun, nécessite dans tous les cas une adaptation quant à l'intégration de la dimension de genre dans sa pratique. Au sein de l'équipe de travail, il ne fut d'ailleurs pas toujours simple de mettre les choses en commun, ne fût-ce parfois que pour des raisons très structurelles. Nombre d'heures dédiées au genre, libre choix de l'aménagement d'une classe ou non, manuel imposé, liberté académique totale, voire parfois très restreinte. Je ne citerai évidemment aucun nom. Bref, une multitude de raisons qui nous poussaient à ne rien formater. Sensibiliser à la dimension de genre fut donc pour nous un acte d'engagement pour soutenir les enjeux essentiels du décret mission, que je me permets rapidement de rappeler, à savoir préparer tous les élèves à être des citoyens et des citoyennes responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. Notre volonté fut donc d'intégrer un volet fondamental à ces enjeux de manière transversale, l'égalité filles-garçons. Alors, on en a déjà parlé ce matin, mais heureusement, je vous rassure, nous ne fûmes pas confrontés aux angoisses de certains, comme c'est le cas en France ces derniers jours, quant à la dangerosité d'éduquer les enfants au genre. Et pour vous rassurer, sensibiliser son public à la dimension de genre, quel que soit son niveau d'enseignement, n'a jamais signifié dans notre groupe de travail, ni d'ailleurs dans l'esprit des politiques qui nous ont soutenus, de nier l'existence des sexes différents et de faire de l'éducation sexuelle inadéquate dès le plus jeune âge, comme certains groupes extrémistes tentent de le faire croire. Il n'a donc jamais été question de cela. Mais bien de mettre en évidence des attitudes et des réflexes conscients ou inconscients que nous adoptons parce que nous sommes trop souvent influencés par nos représentations stéréotypées des garçons et des filles.
Alors, pour l'avenir, ce sera un petit appel implicite. Le travail engagé en janvier 2011 n'est pas terminé. Nous souhaitons vivement pouvoir affiner les données par des informations d'enseignantes et d'enseignants utilisateurs du site qui pourraient proposer un retour et l'enrichir d'expériences nouvelles. C'est donc un appel que nous lançons à tous les collègues et les étudiants et étudiantes présents aujourd'hui. Nous estimons que cette recherche-action doit encore s'étoffer, que la problématique du genre persiste, qu'elle évolue et que les difficultés seront tout autres dans quelques années, mais sans doute toujours aussi complexes. Aussi, si nous voulons que cet outil reste pertinent, il devra se nourrir de réflexions différentes, contradictoires et constructives. Enfin, à l'avenir, l'idéal serait de constituer une équipe de travail mixte, des enseignants de tout niveau, mais aussi des experts de la dimension de genre. Ainsi, le site serait une plateforme vivante et stimulante où se retrouveraient les acteurs et actrices de la formation, partisans et partisanes d'une école tournée vers l'égalité et profondément émancipatrice. Je vous remercie. Merci à vous, mesdames. Il reste un tout petit espace-temps à vous proposer. Si vous souhaitez enchaîner déjà par une série de questions, bien entendu, l'essentiel aussi de la découverte du tutoriel et de l'analyse, c'est aussi pour cet après-midi. Il y a d'excellentes raisons pour que vous reveniez. Merci. Simplement une petite précision, parce que je croyais que vous alliez dire, vous n'avez pas dit Guy Sévers d'abord. Petite précision qui est de stipuler que les professeurs qui ont bien voulu participer à ce groupe ont été mis généreusement à disposition de la communauté de la fédération par leurs établissements respectifs, mais aussi que ces différents établissements appartiennent à tous les réseaux et que c'était une condition implicite à la réussite du projet. Merci. Ouais. Précision plus qu'utile, évidemment. Oui. Au-delà de ma joie de voir ce travail, c'est super tout ce que vous avez raconté, c'est d'une précision magnifique, je suis heureux. Mais je voulais simplement préciser une chose. Tout à l'heure, il a été dit Pardon, excusez-moi. On a dit des choses qui sont totalement fausses au niveau de la formation. Au niveau de la dimension du genre et de la réflexion critique qu'on peut avoir sous cette question. Il y a évidemment ce cours qui est là et que vous avez apporté toutes les nuances ici, c'est évident. Mais il y a aussi des cours de sociologie, il y a des cours d'éthique, il y a des cours de neutralité, il y a des cours de... Excusez-moi, mais la psychologie aborde quand même la question du genre. Ça, c'est la première chose, ça c'est la base technique. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les AFP, donc les ateliers de formation pratique. J'ose espérer que n'importe quel prof, qu'il soit prof de maths, de français, d'histoire, tout ce qu'on veut, et psychopédagogue aussi, la question du genre est essentielle. On ne peut pas concevoir un cours sans avoir ça en permanence dans la tête. Au-delà de ça, il y a des stages. Comment peut-on accepter qu'un étudiant réussisse ses études s'il dit des bêtises au niveau du genre? Voilà, c'est un appel à tous les collègues. Merci. Par rapport à ce que Nadine Plateau disait, donc la réflexion combinée à l'action politique, je me demandais par rapport au titre du module, donc filles, garçons, une même école, est-ce qu'on peut envisager un tel module sans penser à la revendication politique d'un tronc commun polytechnique qui irait plus loin? Donc, je crois qu'on va en parler, on n'en a pas encore parlé ce matin, mais donc des filières d'orientation vers le technique, vers le professionnel. On a parlé dans les chiffres, en fait, de la différence d'offres par rapport à l'enseignement professionnel pour les filles, qui ont beaucoup moins de filières et qui, du coup, en sortent plus rapidement. Mais donc, justement, est-ce qu'on peut envisager un tel module sans combiner ça à la réflexion sur les filières d'orientation et sur... moi, je pense à l'importance d'un tronc commun polytechnique qui irait plus loin. Actuellement, on pense déjà à l'orientation des élèves dès qu'ils ont 13-14 ans. Et forcément, on va reproduire les stéréotypes de genre. Deuxième chose, vous aviez très bien rappelé ma question et vous aviez dit que Madame Lahanan y répondrait, mais elle n'y a pas encore répondu. Et donc, peut-être que je la reposerai à Monsieur Marcourt, mais donc, pour la reformuler, peut-être, je trouve qu'il y a aussi une certaine hypocrisie ou schizophrénie, j'avais utilisé ce terme-là, dichotomie en tout cas, entre le fait de vouloir une école égalitaire
pour en fait faire arriver des jeunes dans une société qui ne l'est pas. Et par rapport à ça, je trouve que le gouvernement actuel a des responsabilités. Donc c'est pour ça que je voulais profiter de la présence de M. Marcourt ou la vôtre pour vous interpeller à ce sujet-là, parce que des mesures telles qu'elles sont prises, donc des mesures d'austérité qui concernent aussi bien les pensions, le chômage, je pense à ce qui a été annoncé par la FGTB tout récemment, le dernier traité européen, donc le TSCG, qui a été signé par le Parti socialiste et par Écolo. Ben en fait, justement, je trouve que ça fait partie du sujet, dans le sens où l'austérité, une des conséquences de l'austérité, c'est que les femmes sont les premières victimes. Et donc non, les femmes sont les premières victimes des mesures d'austérité. Et je crois qu'il y a un lien, justement, on a parlé de ce qui se passait. Donc je veux bien terminer, après je vous donne la parole. Hein. Comme ça, je peux aller jusqu'au bout de mon idée. Je termine. Mais donc je crois qu'il y a un lien à faire entre l'austérité, par exemple, et ce qui se passe en Espagne actuellement. Et donc, clairement, je crois que le lien, il est là. Est-ce qu'on peut avoir un beau discours par rapport à l'école, tout en contribuant à des mesures d'austérité qui sont vraiment sexistes, entre autres? Et donc, justement, est-ce qu'un enfant peut comprendre qu'on lui apprenne qu'ils doivent être égaux, garçon-fille, et en même temps voir sa maman à la maison, devoir assumer un temps partiel et devoir justement accepter des mesures sexistes? C'était ça. Je pense que la thématique est importante aujourd'hui, d'apprendre aux enfants qu'ils doivent vivre, ils doivent en tout cas partager dans une société qui soit la plus égalitaire possible. Maintenant, sur les mesures que vous évoquez au niveau du gouvernement fédéral, c'est clair que dans l'ensemble des pays européens, il y a des mesures de rigueur qui sont prises, qui effectivement touchent plus particulièrement les femmes, parce que les femmes sont plus souvent, je dirais, discriminées déjà à la base. Mais évidemment, aujourd'hui, la thématique permet justement, je pense, de travailler sur les mentalités. Et les mentalités, il faut commencer très tôt. Voilà. Souhaitez-vous encore intervenir par rapport au panel? Oui, madame, j'arrive. Et puis... vous souhaitiez répondre peut-être? Je ne sais pas quoi. Il faut attendre que vous... D'accord, mais je prends déjà l'autre question. Relevez la main que je vois. Oui. Désolé, je vous avais perdu de vue. Oui, c'est ça que je voulais faire. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste demander quels sont les moyens disponibles pour l'évolution de cet outil. Donc, apparemment, vous êtes sans doute encore en réflexion sur la manière dont vous allez permettre les interactions entre le terrain et le groupe qui a créé l'outil. J'entends que c'est un fonds européen qui a subsidié ça. Voilà, on sait que parfois, au bout des 4 années de subside, c'est difficile de faire vivre les outils. Il y a vraiment, d'après ce que vous dites aussi, des mises à jour nécessaires, s'il y a des statistiques. Enfin, c'est vraiment du boulot pour plein de gens, c'est génial. Mais donc voilà, qu'en sera-t-il? Et donc, parce que c'est vrai que dans la motivation à participer à un outil, je crois que c'est au-delà de l'importance de l'objectif d'aller vers une école qui donne l'égalité, une société aussi qui donne l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est important aussi de savoir où on met les pieds. Est-ce que ça va durer, donc? On va essayer de répondre à cette question et en même temps répondre aux 2 précédentes. D'abord dire qu'effectivement, au niveau du choix des collègues qui ont travaillé, c'est-à-dire des 22 enseignants qui ont contribué au site, effectivement, ça a été sur base et volontaire et sur invitation des directeurs d'établissement, tout réseau confondu, et où, effectivement, il n'y a jamais eu... il y a eu soutien des pouvoirs politiques, mais il n'y a pas eu intervention des pouvoirs politiques. Et donc ça, je tenais à le dire pour dire qu'effectivement, nous avons gardé toute notre autonomie par rapport à ce travail du début à la fin. Par rapport au Fonds social européen, à la Direction pour l'égalité des chances aussi, on a toujours été très autonome. Et donc, effectivement, nous, on est les acteurs de la production de l'outil. Maintenant, au niveau des subsides, autant on a été très autonome par rapport au travail, autant on est tout aussi dépendant de ces subsides et on n'a pas la main par rapport à ça. Alors, je ne vous cache pas que ma petite conclusion était effectivement un petit appel. Maintenant, je crois que la période fait qu'on ne peut pas en dire plus, si ce n'est qu'effectivement, cet outil serait beaucoup plus enrichissant si on était sûr qu'il pouvait durer dans le temps. Parce que, comme vous dites, des statistiques, on a imaginé, vous le verrez, une plateforme où on peut échanger avec les collègues, avec les étudiants, etc. Et si il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas ne fût-ce qu'un modérateur sur ce site, je pense qu'effectivement, la durée de vie va être plus limitée. Mais donc voilà, alors effectivement, l'objectif était aussi
de s'adresser à tous les enseignants. J'espère d'ailleurs, et je crois qu'il y a effectivement une grande diversité dans le public ici aujourd'hui en termes de discipline, parce qu'on pense qu'effectivement c'est partout qu'on peut travailler le genre. Et effectivement, on a aussi essayé de commencer dès le début en considérant que, comme vous l'avez dit, une société, à un moment donné, si elle est en décalage avec son éducation, bah, ça sert finalement plus à rien, mais je crois qu'il y a toujours une forme de va-et-vient entre l'éducation et la société, quoi. La société deviendra ce que l'éducation permet aux élèves de devenir plus tard. Et donc, c'est aussi notre objectif. Nous, en tant qu'enseignants, parce qu'on a choisi aussi cette formation-là, cette voie-là, c'est de se dire, à notre échelle, voilà où on peut être acteur de la société. Et donc, voilà, on espère pouvoir l'être un peu. Je vous en prie, Madame Laus. Je vais répondre à Monsieur Robet. Je pense qu'on va avoir réponse cet après-midi aux approches méthodologiques différentes. Il est évident que nous sommes face à un contenu, face à une réflexion, voilà, vraiment une réflexion transdisciplinaire, effectivement. Il n'est pas question de d'aller en stage sans mettre une expression qui est chère à nos yeux et à vos yeux, qui est de chausser ces lunettes de genre, effectivement, que nous n'avons pas citées maintenant. Mais cet après-midi, nous aurons donc l'occasion de vous parler de nos différentes approches et du travail que nous avons fait avec les étudiants dans le cadre des stages, dans le cadre de l'observation ou dans d'autres cours, bien entendu. Bien entendu. Alors, une précision et une ultime question. Oui, une petite précision simplement. Donc, de nouveau, Guy Sévers, pour expliquer à la personne qui a posé la question et puis à tous les autres intervenants, aux personnes intéressées, comment le montage financier a été opéré. Donc, on a évoqué un premier module, une première phase du module qui a été conçu il y a 6, 5 et 4 ans. Et puis, en 2011, les cabinets qui ont été cités ce matin par Monsieur le ministre Marcourt, donc son cabinet à lui, le cabinet de Madame Lahanan et le cabinet de Madame Simonet à l'époque, ont décidé de dégager des fonds et de nous engager dans un processus de subventionnement par le biais du Fonds social européen, et cela pour 3 ans, 2011, 2012, 2013. Ça s'est terminé donc au 31 décembre 2013. Depuis, les gens qui sont là devant vous, ben, ils sont bénévoles. Jusque-là, ils avaient été détachés, sauf Madame Plateau, qui n'est pas dans l'enseignement de plein exercice, qui n'est pas en fonction d'un enseignement, mais les autres ont été détachés partiellement de leurs tâches, de leurs cours, pour pouvoir s'investir dans le projet. Nous avons décidé de confier la gestion du module à l'enseignement à distance, en se disant que l'enseignement à distance avait dans ses missions de développer plein d'outils, notamment des outils qui pouvaient être de ce type-ci. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que la première version de l'outil avait été développée par enseignement à distance. Maintenant, nous sommes en 2014. On peut imaginer plein de choses, mais la décision repose sur l'administration qui gère l'enseignement à distance et sur le politique qui gère cette administration, qui lui donne des consignes. Et c'est à ce titre-là, je crois, que M. Stolz, qui est directeur général adjoint responsable, voulait prendre la parole. Oui, François Gérard Stolz, donc en charge de l'enseignement à distance, et donc Guy Sévers me passe la balle gentiment pour la question des moyens qu'on va faire poser sur l'administration. Vous êtes tous bien conscients que nous sommes dans une période de transition pour laquelle il est difficile d'envisager des décisions sur la durée. L'intention du groupe de pilotage qui, au nom des 3 ministres qui ont été cités et dans lequel des représentants de ces ministres sont présents, c'est bien de poursuivre le travail sur la durée. Et donc, nous avons cette volonté-là. Maintenant, ça ne se fera pas sans moyens. Et donc, à un moment donné, il faudra décider d'affecter des moyens à la matière. Le projet, jusqu'à présent, a été supporté par des fonds européens. Il faut bien savoir que des fonds européens impliquent aussi une part publique belge, donc une part publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles à injecter. Et donc, là, notre intention est bien entendu de faire en sorte que des moyens puissent être développés, soit en propre au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit de nouveau, et nous étudions la question dans le cadre d'un nouveau projet européen, mais nous sommes également en phase de transition à ce niveau-là, puisque les programmations de budget européen sont de 2007 à 2013 et maintenant de 2014 à 2019. Et donc des décisions vont devoir être prises, mais on ne sait pas s'engager très précisément sur les moyens qui y seront consacrés, mais nous sommes tous bien conscients que ça n'aurait pas de sens d'arrêter le travail maintenant, après tout ce qui a été fait. Mesdames, Messieurs, voilà, l'engagement est pris, il est filmé même.